Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir au spot chez le chef Alexis qui nous accueille dans son magnifique restaurant aujourd'hui. Dans cette émission, on ouvre la discussion pour mieux comprendre, partager et surtout se sentir moins seul face à nos défis au quotidien. Le but étant tout simplement de pouvoir donner quelques clés grâce à des témoignages, grâce aux conseils des experts et également grâce à des histoires inspirantes. On abordera le sujet du polyhandicap, qu'il soit mental ou physique. C'est un sujet qui mérite d'être compris sans jugement. Aujourd'hui, nous avons cette chance d'accueillir trois familles différentes avec des histoires et des parcours différents. Merci à ces familles de partager une partie de leur intimité. Je vous propose de vous asseoir tranquillement dans votre fauteuil, d'écouter, pourquoi pas de voir les choses différemment. L'émission À cœur ouvert commence maintenant. Tu sais pour un grand ami demain? Ah ben oui. Faut dire papa, viens. Il y avait un jardinier. Moi j'ai des émotions. Un bruit immense. Il dit géant. Il dit géant. Il dit géant, mon téléphone. Dis maman. Je suis désolée, ce T'as pas bien entendu. J'écoutais pas, je suis vraiment désolée. C'était triste maman. Ah bah raconte-moi. C'était triste maman. Tu veux que je te console ce soir? Maman, c'était triste maman. Attends. Triste. Ça va aller ce soir. On va d'abord passer à la bibliothèque, déposer les livres. Oui. Tu veux bien? Oui. On va faire ça vite avant que les enfants sortent de l'école. Parce que Ça a presque sonné. Tu parles de l'école? Oui. Certainement. Tu sais que tu devrais être à l'école, toi, normalement. Si tu pouvais, tu seras à l'école, là. Comme tous les enfants. Comme Solane, il a certaines faiblesses qui font que il a besoin d'une assistance soutenue. Donc, bien entendu que pour la préparation du matin, contrairement à un autre enfant un enfant neurotypique de 10 ans, eh bien, il faut que je l'aide à prendre son bain, à s'habiller, se déshabiller. Bon, il y a certaines choses quand même qu'il sait faire, mais je suis très présente pour l'habillage, pour se chausser. Et il faut que je puisse tenir compte de ce timing chaque matin pour que je puisse me préparer moi, mais aussi le préparer lui. Je sais pas ce qu'il faut faire, maman. Oui, on va. Il y avait la débroussailleuse. C'était très gênant, je sais. Il y avait un jardinier. Non, j'ai des émotions. Un bruit immense. Il dit géant. Ça... Il dit géant. Il dit géant, mais t'avais pas dit maman. Je suis désolée, Soso. C'est parce que j'écoutais pas. Je suis vraiment désolée. C'était triste, maman. Ah bah raconte-moi. C'était triste, maman. Tu veux que je te console, Soso? Maman, c'était triste, maman. Attends. C'était triste. Ça va aller, Soso. Maman, c'était triste. Mais t'avais pas bien beaucoup entendu. Désolée. Ça va aller, Soso, d'accord? On est vite parti du bruit, d'accord? Hein? Mais non, pas que t'avais rien dit. Il faut dire fort, moi. Excuse-moi, Soso. Excuse-moi, d'accord? Ça va aller? Hein? Oui. Bisous. On va pas y pas terre. Non, on regarde pas ça. Allez, assis-toi. On va partir vite. D'accord? Tu me dis quand ça va mieux. Soso, respire. Soso. Soso. Tu m'écoutes? Respire un bon coup. Respire, allez. Allez, c'est pas bien ça, c'est... Soélane, est-ce que tu m'écoutes? Oui. Respire. Hein? Pour faire partir la colère. Hein? On fait partir la colère? Ça va mieux? Oui. Allez, maintenant on va parler. Alors maintenant on va parler calmement, d'accord? Donc là, on va à la bibliothèque. D'accord? On va déposer les livres. Et ensuite, on va faire les courses. Tu es d'accord? Bon, ben on fait ça là. D'accord. On prend un temps pour le consoler, pour mettre en mots ce qui s'est passé.
Des fois, on arrive très très rapidement à retrouver un état de calme, parfois non. Mais ça arrive plusieurs fois dans la journée. Alors si je ne connaissais pas ce trouble, en tout cas ses particularités à lui, nous on n'y prête pas attention et pourtant ce sont des bruits qui sont constamment présents. Le regard des autres ne compte plus. On ne regarde même plus ce qui se passe autour de nous et on agit simplement, on est en lien avec notre enfant, en pleine connexion avec lui et on ne se soucie plus du regard extérieur. Au contraire, s'il y a une honte à avoir ou être gêné, ce sont les autres qui doivent être gênés et en aucun cas moi. Écoutons, on a pris ça, la petite princesse. Là, on va faire les courses. Et qu'est-ce qui se passe dans votre tête là, en termes d'organisation? Alors je me dis, pourvu que l'on ne croise pas des personnes parlant des langues étrangères, pourvu qu'un bébé ne pleure pas, pourvu qu'arrive à la caisse, s'il y a trop de monde, que le magasin puisse me dire, madame, avec votre carte, on vous prend tout de suite, qu'on ne va pas me faire patienter. Sinon, je peux aussi choisir de repartir. Peut-être que je vais devoir changer de rayon parce qu'il y aura, comme je le dis à chaque fois que je suis là, il y a une menace. Donc il faut qu'on change vite de rayon, qu'on s'éloigne. Et puis je suis surtout dans la précipitation. Je ne vais pas faire de grandes courses. Je fais des petites courses pour entrer et sortir et vite repartir. Là il y a plein de menaces. Tous les enfants de bas âge, je les évite. Alors j'ai vu dans le rayon qu'il y avait un papa avec son enfant. Je vais vite chercher les yaourts et je m'éloigne. On peut dire que c'est une réussite pour cette sortie puisque c'est bien comporté jusqu'à la fin. Voilà, moi je suis apaisée et je repars. On a l'impression que vous faites attention à tous les détails, Oui. comme si c'était un terrain miné. Mais c'est vraiment ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que je me déplace, je sais précisément ce qui va poser problème. Et je tiens compte de cela pour choisir, pour m'orienter dans le magasin. Je sais qu'il faut éviter telle ou telle personne ou telle tranche d'âge, tel profil de personne. Même le lieu, il est choisi aussi. Je sais qu'ici, par exemple, il n'y a pas de musique. Je sais que les rayons sont très larges. Donc, on peut circuler plus aisément que dans d'autres magasins. Donc, tout est stratégique lorsque je serai clé. Moi, je suis fière parce que c'est quand même un enfant porteur de TSA qui est très dans l'interaction sociale. C'est pas donné à tous. Qui est très attachant, qui est câlin, qui est très affectueux, qu'il est capable d'apprendre plein de choses, de mémoriser énormément de choses. Et ça, c'est pas donné même à tous les enfants neurotypiques, donc ça fait quand même ses forces. Certes, il a ses faiblesses, mais il a aussi des points forts qu'il faut souligner. Mais il y a aussi des bonheurs, Oui. il y a aussi des choses positives dans cette situation, Oui. malgré tout. Oui. Pour les mamans qui nous regardent, qui sont sans doute dans la même situation, ou des futures mamans aussi, hein, parce que ça peut aussi toucher et inquiéter, c'est des futures mamans. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, pour terminer, comme message, pour leur dire que finalement, c'est pas une fatalité d'avoir un enfant différent? J'ai envie de dire que lorsque l'on sait que son enfant est différent, il faut l'accepter et surtout il faut mettre en place les accompagnements nécessaires pour l'aider à se développer au maximum de son potentiel et se détacher aussi du diagnostic médical, mais de surtout voir les progrès que l'enfant fait à son rythme et de se reposer sur ses progrès et de se dire qu'il reste encore des choses merveilleuses à venir. Ça viendra avec le temps. Mais l'important, c'est de voir que finalement, on est parti de rien et qu'on avance petit à petit. Donc, moi, je puise mes forces à ce niveau-là. C'est très gratifiant de voir qu'on met en place des choses et que ça porte ses fruits. Alors, des fois, ça porte ses fruits assez rapidement et puis parfois, il faut être beaucoup plus patient. Qui pourrait mieux accompagner son enfant que le parent lui-même? Donc, il ne faut surtout pas abandonner et persévérer pour qu'il puisse grandir dans un environnement sain ou sain et bienveillant. Voilà.
Madame Badros, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci de C'est partager moi votre qui vous histoire. remercie de m'avoir invitée. Je vous en prie, avec plaisir. Vous êtes la maman de Céline. Vous êtes enseignante. Ah, ah. Vous êtes enseignante et vous êtes également chargée en communication dans une association qui s'intitule Tout à fait. Atypa Autisme. Exactement, oui. Donc oui, je suis chargée de communication de l'association Atypa Autisme. L'association Atypa Autisme est une association de parents qui propose des temps de formation aux professionnels également. Elle accompagne les parents pour les diagnostics, pour se rapprocher des professionnels habilités à faire les batteries de tests. Elle sensibilise le grand public. On a la journée mondiale de l'autisme qui a lieu chaque année. Bah, elle est présente avec tous les autres professionnels du paramédical. Comment vous avez connu cette association? J'ai connu cette association par l'intermédiaire d'une famille qui avait les mêmes problématiques que moi lorsque cela avait 2 ans. Et lorsque je me suis rapprochée de cette association, très très vite, j'ai été accompagnée par des parents qui, qui étaient déjà sensibilisés. Et par la suite, j'ai pu suivre des formations, de la supervision de famille à distance. J'ai pu bénéficier d'un suivi pour monter le dossier MDPH, pour me rapprocher des des professionnels habilités à faire le diagnostic du TSA. Et par la suite, comme j'ai été bien accompagnée, je me suis fait un devoir de faire partie des membres du bureau afin de pouvoir, à mon tour, sensibiliser, que ce soit des professionnels, des familles, des enseignants. Et aujourd'hui, bah, effectivement, je suis chargée de communication et j'essaye de retranscrire en images des temps forts que l'association met en place lors d'événements qui touchent tout type de handicap. Justement, vous imaginez bien que d'autres familles sont dans le même cas que vous et vous êtes l'une de ces voix porteuses. Quelle démarche ces familles doivent entreprendre pour se rapprocher de cette association? Alors, j'ai envie de dire aux familles qu'ils ne sont pas seules. Nous ne sommes pas moins lotis que d'autres territoires français. Euh, Ils peuvent se rapprocher de l'association via le site internet Atypa Autisme ou tout simplement se rapprocher du local qui se trouve au niveau du quartier Saint-Antoine et également à travers les réseaux sociaux en tapant Atypa Autisme. Il est tout à fait possible de nous retrouver et nous sommes ouverts quasiment tous les jours pour accueillir les parents qui souhaiteraient être accompagnés. Madame Badros, merci pour votre témoignage. Je vous en prie, c'est moi qui Merci vous de m'avoir remercie partagé pour cette invitation. une partie de votre intimité. Nous avons également la chance d'avoir un autre professionnel de santé avec nous, Naomi Théa, dont vous êtes passionnée en sciences humaines, essentiellement autour des jeunes afro-descendantes. Vous avez également participé à un documentaire qui s'intitule Je suis noire, je suis belle. Bravo pour cette initiative. Moi, aujourd'hui, vous venez en tant que masseur kinésithérapeute libérale. Vous intervenez donc à domicile, en cabinet et auprès d'un institut médico-éducatif qui accueille des enfants polyhandicapés. Pouvez-vous aujourd'hui nous parler de votre profession et des objectifs de la kinésithérapie auprès de ces enfants? Alors, je suis effectivement masseur kinésithérapeute et l'objectif de notre profession, c'est de soigner à travers le mouvement. On utilisera le mouvement pour aider à récupérer des amplitudes, une articulation qui ne bouge plus, aider également dans la vie du quotidien, que ce soit du plus petit au plus grand. Dans le cas justement des enfants en situation de polyhandicap, on va intervenir pour aider l'enfant à interagir avec son environnement, l'aider à acquérir des étapes du développement que tout enfant qui n'a pas ce déficit acquis de façon dite naturelle, on va venir suppléer, venir stimuler et accompagner l'apparition justement de ces étapes du mouvement. Ça peut être un enfant qui ne sait pas ramper, on va l'apprendre petit à petit à savoir ramper. Et voilà, donc on accompagne ces mouvements. On aura compris que vous êtes un élément important dans la prise en charge de ces enfants. Dans le cas de Soélan, quelle est la prise en charge pour un enfant autiste? Alors pour l'enfant autiste, on va d'abord on va cibler du moins
le déficit clair pour cet enfant. Chaque enfant autiste a un tableau clinique différent. On prendra le temps de s'arrêter sur le bilan, voir l'enfant qui est devant nous, ben, sur quelle étape du développement moteur ou le développement parfois même cognitif. On peut légèrement intervenir dessus en collaboration, excusez-moi, avec les ergothérapeutes, avec les psychomotriciens. Une fois ciblé, on va prendre le temps de travailler ce geste ou cette acquisition. Et là, le rôle du parent devient primordial parce que le parent est avec cet enfant 24 heures sur 24, connaît mieux que nous son enfant et saura nous apporter quel geste, quelle étape est en cours d'acquisition ou quel geste est encore difficile. Merci Naomi pour vos réponses. Madame Balbrousse, j'imagine que ce sont des métiers qui vous parlent. Ma sœur kinésithérapeute, Bien sûr. ergothérapeute, Oui. psychomotricien, Oui, également orthophoniste. oui, bien sûr. Même avant le diagnostic, et toute cette équipe pluridisciplinaire a accompagné et accompagne encore Soélan. Si je dois prendre un exemple concret de ce qui se passe actuellement de façon hebdomadaire, c'est un suivi chez l'orthophoniste, chez l'ergothérapeute, chez l'orthoptiste, le neuropsychologue, et puis on a mis en pause le kinésithérapeute. Donc oui, je passe par tous ces thérapeutes pour accompagner Soélan dans son développement. J'imagine que ça vous demande une organisation drastique. Oui, tout à fait. Pendant que d'autres familles emmènent leurs enfants dans des activités extrascolaires, eh bien, le mien, lui, doit cumuler des soins afin de le stimuler et ce, bah, plusieurs fois par, par jour dans une semaine, Docteur en Vignan, plus de l'école. merci. Docteur Vignan, comment nous pouvons accompagner ces familles dans ce type de pathologie au mieux? Alors la maman a très bien expliqué, c'est des parcours qui sont compliqués, qui nécessitent un gros investissement de la part des familles. Il faut pouvoir coordonner tous les soignants qui gravitent autour de ces enfants pour pouvoir vraiment les accompagner au mieux, s'adapter au mieux à leur progrès aussi. Il y a le lien aussi avec la scolarisation. Parfois, il y a besoin d'adapter la scolarisation aussi pour que ces enfants puissent se développer au mieux. Je fais un clin d'œil à mon association Atipa Autisme. C'est vraiment avec elle que j'ai tout commencé, les premiers accompagnements, bien avant les professionnels de santé. C'est là où j'ai pu bénéficier de témoignages de parents, d'avoir de bouche à oreille les bons enfin pas les bons professionnels, mais en tout cas les bonnes personnes familiarisées à ce trouble neurodéveloppemental. Et l'association Atipotis, c'est tout simplement une association qui forme des parents, des professionnels, qui sensibilisent au quotidien. Il y a des temps forts où on accueille le public afin de parler de ce trouble au grand public. Et ce sont des formations qui sont organisées mensuellement avec des professionnels de santé à l'Hexagone. Voilà, Très bien. globalement, c'est ça. Et il y a la possibilité d'aider les parents pour monter le dossier MDPH également, pour mettre en place tous les bilans nécessaires pour poser le diagnostic. C'est un véritable accompagnement. Et les familles bah, ont beaucoup de chance de pouvoir bénéficier de cette association sur le territoire. Ils ne sont pas seuls. Il ne faut pas hésiter en tout cas à se rapprocher d'eux s'ils souhaitent avoir de plus en plus de renseignements et surtout être accompagnés au mieux auprès des professionnels qui pourraient répondre à leurs interrogations. Super, merci Madame Bazros, merci d'avoir partagé avec nous toutes ces informations et votre histoire tout simplement. Merci d'avoir partagé une partie de votre intimité. Soélan, tu voudrais dire quelques mots? Tu veux bien nous dire qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien? Qu'est-ce que tu aimes faire à la maison? Qu'est-ce que tu fais à l'école? Mais ce problème, j'ai peur des petits képiens.
Ah, 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 ah. Ah, c'est trop difficile. Eh oui, très bien. Merci à vous. On remercie bien entendu toutes ces structures et ces associations qui œuvrent auprès de ces enfants polyhandicapés et tous ces professionnels de santé également. Je vous propose maintenant de passer à une seconde histoire, aussi touchante et inspirante. Maintenant, je vous invite à découvrir une nouvelle famille, une nouvelle histoire. Il s'agit de Priscilla, âgée de 38 ans, et de sa maman. Madame Sifrika, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Comment ça va? Ça va pour le mieux. Donc, vous êtes agent technique dans une administration, Oui, un métier qui vous tient à cœur et qui vous permet de effectivement. vous épanouir. Oui. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de votre histoire? Alors, pour mon histoire, pour Priscilla, ben, étant enceinte de Priscilla, porter une grossesse normalement, oui, de faire toutes les visites qu'il fallait, et puis à la suite de ça, un moment, faire des analyses, et c'est là qu'on découvre que, une trace de rubéole au niveau caché au niveau de l'enfant. Et quand on est enceinte et puis on veut avoir l'enfant, on se dit, il y a personne autour de toi pour te dire, est-ce qu'il faut retirer ou quoi. J'ai gardé mon enfant, bon, j'ai pu après, elle est née prématurée à 8 mois. Tout à fait. Donc, durant votre grossesse, vous avez contracté ce qu'on appelle la rubéole. Oui, Voilà, et aujourd'hui, Priscilla est diagnostiquée de déficience intellectuelle et voilà, moteur. oui, Quel a été l'accompagnement que vous avez eu? très dur, Très dur. déstabilisé. C'était quelque Et chose un cœur gros, quoi faire, on ne sait pas quoi faire, il y a la suite. Donc après ensuite on a su, je suis revenu en Guyane, puis, on a pu voir, Donc, entre-temps, vous êtes parti aux Antilles, c'est ça? oui, j'étais aux Antilles, j'ai Voilà. eu Priscilla aux Antilles, on a fait pour l'examen et tout. Et puis c'est en être près des parents, c'est encore plus rassurant, hein. C'est ça. Et Et pour oui. qu'on puisse bien comprendre, durant toute la grossesse, aucune anomalie n'a été Non, non, découverte. aucune anomalie n'a été, présent, c'est, dernière, analyse, c'est là qu'on a vu. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On ne sait pas, on est déstabilisé. Tout à fait. Donc, vous Bon, avez eu Priscilla à 8 mois. mmh Priscilla est née. oui, Priscilla est née et puis bon, elle a évolué comme tous les bébés, naturellement, oui, mais à un moment fut que pour se mettre debout, c'était le gros problème. On la voyait dans le berceau, normalement, mais après pour, se mettre debout près de la chaise, elle pleurait et ça m'inquiétait et puis, j'ai dit: «Bon, on ira voir un pédiatre» et le pédiatre m'a dit, «Priscilla n'a rien d'extraordinaire pour avoir les médicaments qu'il faut, c'est des séances de kiné». Donc, tout de Et suite, en tant que maman, vous avez vu que Priscilla présentait oui, déjà oui. des troubles Oui, oui, psychomoteurs. c'était cool et puis je me suis orienté vers un pédiatre, puis on a fait des examens Tout à fait. approfondis, oui, et c'est là qu'on a dit: «Ben, mérite qu'on fait des séances de kiné», on en a fait et pas mal depuis, elle tirait plus à 4 pattes, Quatre pattes. hein, non, Priscilla ne faisait pas ça et puis au fil des temps, elle a pu tirer à 4 pattes, se mettre debout convenablement, hein. Puis bon, toujours les séances de kiné, les visites ensuite qui suit et ensuite, à l'âge de 5 ans, là, c'est un autre stade qu'on prend, au niveau de la CDS et ensuite de la Coterep, c'est un autre stade, faire les démarches pour qu'ils puissent partir aller, vers l'Hexagone, pour savoir, prendre une, comment dire? Quand on s'est rencontrés, vous m'avez dit qu'à l'âge de 5 ans, vous avez pris la décision d'envoyer Priscilla dans un centre Oui, parce spécialisé que de personnes. donc j'ai fait la demande, c'est de faire la demande pour la faire partir. C'était dur à ce moment-là de prendre cette décision. Comment vous avez vécu cette période? Très mal. Très mal. Ah oui, c'était très dur pour moi de la séparation de Priscilla. Mais à la suite de ça, je me suis fait que j'ai dit: «Vaut mieux qu'elle soit là-bas», pour les soins au fur et à mesure pour Priscilla et en grandissant, elle a fait les soins, tout se passait bien. Mais le retour, pour venir en vacances 2 fois dans l'année, c'était un calvaire pour repartir. Bon, elle a grandi, elle a mûri et puis Priscilla a pris conscience en elle-même. Les séances, là-bas, il y avait tous les Antillais, tous les métropolitains, bon, tout le monde est là pour les encourager, tous les encadrements. Ça s'est bien passé et puis à la suite de ça, il y a eu un petit problème au niveau des tendons, qu'elle a eu une opération qui a suivi, bon, j'étais pas près d'elle pour
être à côté de... À côté d'elle tous les jours, on peut comprendre que la séparation était douloureuse, Ah oui, autant pour vous que pour elle, mais c'était aussi une décision importante qu'il fallait prendre à ce moment-là pour un meilleur avenir pour oui, pour Priscilla. améliorer son, Tout au à niveau fait. de la santé, hein, En- pour voir qu'est-ce que, en grandissant, comment il va circuler, faire ses petites affaires et tout. Bien sûr. Et puis, à la suite de ça, bon, elle est revenue, et puis c'est un moment, de trouve qu'elle avait, au niveau des adducteurs, elle avait un problème qu'elle ne pouvait pas ouvrir la chambre correctement, et puis j'ai fait un courrier, et puis elle a emmené, puis le docteur a lu, et puis à la suite de ça, j'ai été convoqué pour partir pour l'opération. Justement, vous parlez des adducteurs, donc des muscles qui se trouvent à la face interne des cuisses. Et c'est là qu'on se rend compte finalement que ce sont les parents qui sont les acteurs essentiels hein, dans l'évolution des enfants et de voir les problématiques. Oui. Docteur Vignan, quelles sont les problématiques du fait de contracter la rubéole durant la grossesse? Quel déficit ça apporte aux enfants et ensuite à l'âge adulte? Alors, on appelle cette maladie, quand elle est transmise de la mère au fœtus, c'est une infection materno-infantile, hein, le virus contracté par la maman. Parfois, la maman se rend pas forcément compte qu'elle a contracté la rubéole. Ça peut être asymptomatique, sans symptômes, et ça passe par le placenta jusqu'à l'enfant. Et c'est là, oui, en effet, il peut y avoir des atteintes du coup pour le fœtus, des atteintes qui peuvent être au niveau neurologique, donc ça touche le cerveau. Il peut y avoir aussi des atteintes auditives avec des cas de surdité, des problématiques au niveau des yeux, des problématiques au niveau du cœur. Voilà, et chaque tableau est différent, et c'est surtout ça dépend du moment, de la grossesse où, l'infection, va avoir lieu. Plus c'est tôt dans la grossesse et plus, le fœtus en cours de développement sera atteint D'accord. Bien sûr. avec des séquelles, Plus ou moins importantes. neurologiques qui derrière déterminent, des problématiques, motrices et aussi, parfois cognitives. Quelles sont d'ailleurs les prises en charge médicales et paramédicales les plus importantes dans ce cas, dans Alors, un il premier faut temps? que ce soit précoce, ça la maman l'a bien décrit, des prises en charge de soins de rééducation le plus tôt possible, dès qu'on se rend compte des symptômes, dès que le diagnostic, est donné. Il faut que ce soit précoce parce que, le cerveau du petit enfant est encore, malléable, encore plastique et peut, refaire des petites connexions qui permettent quand même d'espérer des progrès chez l'enfant. Et là, c'est un panel de soins. Souvent, il y a besoin d'être dans un centre de rééducation pour avoir des soins coordonnés de kinésithérapie, d'orthophonie pour tout ce qui est langage et communication, la psychomotricité où là, ça va être vraiment tout le développement, moteur et psychomoteur de l'enfant, l'ergothérapie pour l'autonomie de vie quotidienne, hem, entre autres. Oui. Merci, merci docteur Vignan. Madame Sefrika, aujourd'hui, vous vivez avec Priscilla. J'imagine qu'en journée, elle va dans un foyer où elle peut avoir des activités différentes. Quelle est l'organisation aujourd'hui autour de Priscilla? Ben, l'organisation professionnelle, bon, tout se passe bien. On a pris en charge au niveau du foyer. Elle a eu l'encadrement qu'il fallait, et puis elle s'est épanouie. Il y a pas mal de choses qu'elle a appris en métropole qu'elle fait ici, que c'est un autre niveau. Et elle me montre maintenant qu'elle peut faire certaines choses que sans, quand je sois derrière elle, et qu'elle peut s'exprimer encore mieux. J'ai vu maintenant que l'évolution a été vraiment, vraiment importante. Importante. Je m'attendais pas que maintenant peut prendre une conversation convenable avec un adulte. Mmh. Oui. Priscilla, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'embête le plus au quotidien? Euh, le, 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 quand, quand, j'a- j'attends, j'attends beaucoup le matin, j'attends beaucoup l'ambulance le matin à la maison. D'accord. Aujourd'hui, tu te déplaces avec un Oui. déambulateur. Des, Aujourd'hui, des fois à la maison, je me déplace sans, ça, hein, et des fois, quand je vais quelque part, j'en ai besoin tu en as besoin. du déambulateur pour aller
en ville pour aller à dans les magasins. Mais c'est quand on peut pas, on me donne le bras. Très bien. Merci Priscilla. Naomi, quels sont dans la kinésithérapie les objectifs prioritaires dans ce type d'accompagnement? Alors les objectifs vont dépendre, déjà à quel moment on voit l'enfant ou le jeune adulte. Ça dépendra donc de l'étape où on en est. Est-ce que les readers sont déjà mis en place? Car on verra que, étant donné que ce sont des enfants qui ont du mal à acquérir certaines étapes de développement, donc le ramper, parfois la marche et ensuite la course et ainsi de suite, les articulations auront tendance à s'enraidir parce que, les articulations vivent aux dépens du mouvement. C'est en fonction du fait qu'on est capable de faire un mouvement que l'articulation sera libre. Donc ce sont des enfants qui vont rapidement mettre en place des rétractions. Dès qu'on les voit dans les premières années, on va tout de suite cibler les articulations. Étant donné que la rétraction n'est pas encore présente, par anticipation, on travaillera dessus. Une fois que c'est acquis, donc on entretient ces articulations, on travaillera en parallèle et par la suite l'aspect moteur. Donc l'acquisition des étapes de développement, la marche, ensuite après, quand il faut, des aides techniques seront suppléées pour accompagner la marche. Encore une fois, avec le travail de l'ergothérapeute et de l'équipe pluridisciplinaire, on mettra le bon outil en place. Après, on cible ce dont l'enfant a besoin, que ce soit au quotidien. Encore une fois, on discute avec les familles, avec, dès que c'est possible aussi le patient, sur quel geste est difficile. On le cible, on le travaille en séance. Très bien. Quelles sont les différentes thérapies, notamment dans les problématiques orthopédiques, dans les déformations orthopédiques, pardon? Notamment chez Priscilla qui a des pieds plats sévères. Comment en kinésithérapie on peut freiner, en tout cas, ou améliorer le quotidien, notamment lors de la marche, lors des déplacements? Alors, à ce stade, comme l'a dit, ma collègue, on on se base sur l'évolution du nerf. Plus on voit le patient jeune, plus on a de la marge. Le fin mot, ça va être la répétition. On répétera. Très souvent, tu pourras nous confirmer, Priscilla, ils font 2, voire 3, voire 4 séances de kiné par semaine. On va répéter le geste. On sera parfois en situation d'échec, mais on répète, on répète, on répète. C'est finalement cette plasticité qu'on ira chercher. Le nerf, ben, va s'améliorer ou on essaie d'aller chercher tout ce qu'on peut. On le répète, on le répète, on le répète. Ça va être la répétition, le fin mot. Génial. Ensuite, après, on mettra en place des techniques selon l'âge, le côté ludique. On jouera sur les appétences des enfants, s'ils ont un domaine qui les plaît. Hein. Ça permettra en tout cas d'aller chercher ce réveil musculaire ou cette nouvelle étape qu'on veut franchir. Donc voilà, je dirais que c'est la répétition. Ça sera l'outil thérapeutique clé. Ça va être répéter le mouvement. Après, vient d'autres solutions. Quand la kiné ben, a ses limites, là on discute avec justement le médecin MPR et toute l'équipe sur d'éventuelles opérations, d'autres Tout outils. à fait. Justement, on aura compris que la kinésithérapie est importante Oui. et que voilà, il y a un minimum de séances à mettre en place pour ces enfants ou ces jeunes adultes. Docteur Vignan, pouvez-vous nous parler concernant les readers? Quelles sont les méthodes médicales, hein, ou quelles sont les méthodes douces que nous pouvons adopter aujourd'hui? On a un panel d'outils. Alors, les soins de kinésithérapie sont essentiels pour les étirements des muscles et des tendons qui ont tendance à s'enraidir. Quand on voit que ça ne suffit plus, en complément, on peut être amené à mettre en place des attelles de posture qu'on fait porter à l'enfant pendant la nuit, pendant que son corps et son squelette grandit la Grandit. nuit, pour assouplir les articulations. Parfois, c'est des attelles qu'ils vont devoir aussi porter en journée pour la marche ou un chaussage adapté comme des chaussures orthopédiques également. Et puis quand on voit que ça ne suffit plus là encore et que la raideur devient bien installée, on peut avoir recours à des avis auprès de chirurgiens orthopédiques pédiatriques qui poseront ou pas l'indication d'un geste chirurgical qui sera définitif pour aider là aussi le mouvement de l'enfant ou du jeune adulte. Très bien. Madame Sefrika, aujourd'hui, Priscilla se déplace avec des chaussures orthopédiques. Oui, elle a des chaussures orthopédiques. Ça lui donne une posture Pour vous, c'est essentiel? convenable. C'est un appareillage essentiel pour vous dans son quotidien, pour son confort? Oui, Oui.
Elle ne peut pas porter des chaussures normalement comme tous les enfants, hein. Ça a tendance à sortir hein, dans son pied. Mais tandis avec les chaussures orthopédiques que je fais chaque année, oui, Chaque année, vous renouvelez les chaussures oui, il faut le, orthopédiques? le renouvellement, oui. La pose d'usure, Oui, il bien faut sûr. passer par un spécialiste pour l'avoir emmené chez le cordonnier et tout. Et puis elle avait comment dirais-je, pour soutenir le pied, les attelles étant petite, elle en a porté pendant quelque temps, hein. Elle a eu également des opérations au niveau des tendons d'Achille, Oui, c'est ça? oui, des tendons et puis des adducteurs. Bon, Mm. parce que c'est pour avoir une statue debout convenable, parce qu'elle n'arrivait pas. Elle Oui, avait mal au tendon, ça s'étirait. Ça tirait trop. Et bon, après, à la suite de ça, les séances de kiné ont suivi, hein. Elle fait, au début, elle faisait 3 fois par semaine. justement. Là, elle fait 2 fois par semaine. Donc, je vois l'amélioration au fur et à mesure, hein. Oui, le corps a changé, la posture et tout, hein. Aussi, aussi un peu, voilà, elle peut se promener sans avoir, bon, disons, elle est lente à la détente parce qu'il y a le pied, comme on l'avait toujours dit, en ciseaux. Parce qu'elle part, le pied part en ciseaux, mais je ne sais pas si on peut rectifier sur cela, hein, et tout, les opérations et tout. Docteur Vénian, le pied en ciseaux, ça vous parle un petit peu? Le pied en ciseaux, ça me parle pas trop, mais en observant un petit peu, je vois l'image. On ne peut pas tout corriger non plus parce que sinon, on ne peut pas tout remettre droit parce qu'on passerait notre temps à opérer ces patients et c'est pas l'objectif. Il faut qu'il y ait une vraie gêne fonctionnelle dans le quotidien pour poser une indication chirurgicale et accepter parfois que oui, le pied parte en ciseaux. Tant qu'elle n'est pas gênée par ça, on va le tolérer. Voilà. Très bien. On l'aura bien compris, hein, le but étant de pouvoir accompagner au mieux ces familles et surtout améliorer le confort hein, de ces enfants et de ces jeunes adultes au quotidien. Voilà, c'est fréquent, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Et Cécilia, merci tu de nous voudrais avoir dire quelque invités. chose? Est-ce que tu voudrais dire quelque chose, Cécilia? Merci beaucoup de m'inviter ce soir de la part d'Ariel. Merci à vous deux. Et on Merci n'oublie pas beaucoup. que vous avez une relation très fusionnelle toutes les deux. Oui, hein, entre maman et fille, hein, Euh, il faut que je la soutienne, hein, parce que sans elle, hein, rien. C'est vrai, vous avez eu l'occasion de me dire, puisque grâce au foyer, Priscilla peut bénéficier de sorties notamment en commune. Et vous me disiez que c'est un moment compliqué pour vous. Vous avez un peu peur? Vous n'êtes pas sereine? Non, auparavant, oui, j'avais peur, mais maintenant, je suis ouverte, hein. Donc, elle amène le papier. À peine que je dis oui, c'est déjà signé de sa part, hein. Je ne veux pas dire non à Priscilla. Il faut qu'elle aille voir ce qui se passe autour. Effectivement, c'est important de se dire que vous élevez aussi une jeune adulte qui a besoin d'avoir un minimum d'autonomie, en tout cas Oui, pour oui, je veux pour absolument. être intégrée finalement dans la société. Oui, je veux que l'autonomie, elle sait qu'elle a maman à côté d'elle, mais tant qu'elle peut faire tout seule aussi, je l'accepte. Merci à vous deux. Merci beaucoup, merci à Dr. tous. Cécilia. Docteur Vignon, vous voulez rajouter quelque chose? C'est un très joli témoignage du parcours qui est souvent semé d'embûches pour ces enfants qui grandissent et leurs parents. Il y a parfois des séparations qui peuvent être difficiles et la priorité est donnée aux soins de rééducation pour donner toutes ces chances à l'enfant de pouvoir se développer au mieux et pouvoir ensuite être au mieux inclus aussi dans la société. Priscilla parlait bien de pouvoir aller en ville, faire les magasins. Tout C'est à des fait. choses importantes dans la vie quotidienne aussi et dans l'inclusion. Bravo à vous. Bravo à vous. Et puis Naomi, qu'est-ce que ça vous fait en tant que masseur kinésithérapeute de pouvoir accompagner ce type d'adultes finalement? Alors, c'est très gratifiant, surtout quand on les suit depuis 5, 6 ans. Pour ceux que j'ai pu entendre comme témoignage, c'est de voir l'évolution, de voir comment dans le quotidien, on cible quelque chose de
de problématiques et voir l'acquisition de ce geste. Et puis les voir prendre en autonomie, Tout à fait. prendre en assurance aussi. Et puis on évolue aussi avec les familles. On voit justement parfois les parents ont laissé l'enfant finalement prendre aussi son envol au-delà de l'état d'handicap qui très souvent font que ce sont des parents qui gardent l'enfant, mais c'est normal par sécurité, pour les protéger et petit à petit devoir lui laisser un peu plus d'espace et découvrir plus de choses. Tout à fait, parce qu'il est important de se dire qu'il y a de l'espoir et que ce sont des jeunes enfants qui évoluent très bien et qui peuvent aussi avoir une vie sociale. Merci à vous d'avoir partagé votre histoire. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous deux. Et je vous propose de passer à la dernière famille, également pour une nouvelle histoire. Je vous propose maintenant d'écouter l'histoire d'une maman qui a 3 enfants, une fille et 2 garçons, dont le dernier qui s'appelle Isaac, âgé de 17 ans, est atteint du syndrome cardio-facio-cutané. Madame Madeleine, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci vous pour vous présenter. Entendu. Merci pour l'invitation. Donc, Gina Madeleine, attachée territoriale, maman de 3 enfants, dont un petit dernier de 17 ans, porteur d'un syndrome cardio-facio-cutané, comme vous l'avez dit. Et c'est une maladie orpheline. Donc, on a su, le diagnostic est tombé à peu près 2 ans après sa prise un an après sa prise en charge en métropole. Donc, je vous expliquerai un petit peu comment s'est déroulée la grossesse. Madame Madeleine, est-ce que c'était une grossesse différente pour vous? Oui, elle était différente parce qu'au bout de 6 mois, j'avais déjà des contractions. Donc, après les suivis chez le gynéco, on a proposé de m'allaiter et mis sous traitement pour arrêter les contractions. Pardon. Est-ce qu'on vous a tout de suite donné le diagnostic? Non, du tout pas. Non, vraiment pas. Le diagnostic est tombé longtemps après. À peu près 1 an après? À peu près 1 an après, exactement. Même, ouais, 1 an après, donc il avait déjà 2 ans. Le diagnostic est tombé, mais en fait, c'est-à-dire que sa prise après l'accouchement, il n'arrivait pas à s'alimenter, en fait, il grossissait pas, donc en fait, on l'a gavé. On lui passait les aliments directement dans son estomac pendant plusieurs semaines. Après, les médecins ont dit que bon, on va voir comment ça se passe à la maison. Donc, il y avait un suivi à la maison également. Et puis, s'en est suivi, ça s'est enchaîné avec des complications d'IRA. Donc, vraiment, les yeux qui révulsaient, vraiment, le refus de boire le biberon. Et puis après, des problèmes gastriques, puisque comme il ne s'alimentait pas, il n'arrivait pas à aller aux toilettes. Donc, là, il était petit, il avait quelques mois, hein. Donc, troublant. Donc, voilà. Une maman, j'étais très, très paniquée, je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Donc, j'ai rencontré un pédiatre, il m'a proposé de rencontrer un généticien à l'hôpital de Cayenne, puisque je suis de Kourou. Il ne s'alimentait pas, donc il ne pouvait pas profiter, il ne pouvait pas grossir. Donc, je ne me suis pas plus alarmée que ça. Et puis après, j'ai pu partir en métropole. Et ça, lorsqu'il était pris en charge en métropole, on lui a fait une batterie d'examens, de prélèvements, de biopsie, la totale. Et on m'a dit, je pouvais retourner en Guyane. Donc moi, nous voyons quand mon fils allait à la selle, avoir des complications, je lui ai dit, mais bon, je peux pas partir. Ah, vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? Oui, voilà, mais dès le départ, parce qu'il n'allait pas à la selle. Effectivement, il s'alimentait pas. Pas vraiment, en fait, très peu. Mais il n'allait pas à la selle et je sentais que même pour le porter, c'était compliqué. Voilà, il a le ventre ballonné, enfin, vraiment dénutri, en fait. Hein. Donc, il manifestait un certain inconfort? Exactement, c'est ça. Et du coup, j'ai vu un neurologue, parce qu'il était dans un service génétique, en fait. Donc, j'ai vu le neurologue, il est passé, j'ai dit, bon, par contre, je peux pas être dans un grand hôpital et ne pas avoir de réponse concernant sa constipation, qui était pour le coup très sévère. Il m'a dit ok, il a fait un toucher rectal, il m'a rien dit, il m'a ramené séparé. Le lendemain à 6h, on récupère le petit. Et je dis, vous allez où? Il m'a dit oui, mais là il va faire une radio d'urgence. Il fait sa radio d'urgence. Et le professionnel de santé, elle n'avait pas de mots pour expliquer, mais comment cet enfant a fait pour vivre en fait. En fait, il avait des selles jusque presque... c'était full, quoi. Donc là, vous avez senti que c'était grave, que c'était une urgence. Je me réveille à 6h du matin dans les choux, donc je comprends pas. Et puis bon, je pense que l'information est remontée aux médecins du service. Donc j'avais une dizaine de médecins dans la chambre.
Ils m'ont dit, bon, vous allez nous expliquer ce qui s'est passé là. Bon, j'ai expliqué de la grossesse jusqu'à ma prise en charge à l'hôpital. Et puis, s'en est suivi, voilà, on m'a dit, bon, madame Madeleine, par contre, vous ne pourrez pas partir avec votre enfant. Vous allez le laisser ici. On va s'en occuper. On va le refaire prendre des couleurs. Et puis, il était vraiment alité pendant pratiquement 4 mois, en tout cas, voilà. Alité avec plein de poches, de gras, la totale, puisqu'en fait, il était complètement dénutri. Et ce qui m'a sauvé enfin, pas entre-temps, mais ce qui m'a sauvé en tout cas, en termes de prise en charge, en tout cas, en tant que parent, c'est qu'il était suivi, en fait. Il était suivi. Donc, les médecins se sont dit, c'est qu'il y a eu une erreur. Enfin, pas une erreur, mais bon, on va pas accabler les professionnels. Bon, c'est comme ça. Et du coup, par la suite, ils m'ont dit, bon, c'est pas de mon fait, en fait. C'est que vraiment, c'était une prise en charge. Il y a eu quelque chose quelque part. Mais bon, maintenant, il est avec eux. Entre de bonnes mains. Entre de bonnes mains. Donc voilà, donc il est resté 4 mois en métropole. Et donc. Entre-temps, vous faisiez des allers-retours? Non, je l'ai laissé 4 mois seul. Je suis repartie parce que j'avais les deux grands à m'occuper. Donc, c'était dur, mais en même temps, il fallait que je sois forte pour lui, pour les 2 autres. Bien sûr. Et puis, j'avais des nouvelles tous les jours. C'était vraiment pas de souci pour ça. Donc, voilà. Entre-temps, malheureusement pour lui, il a dû subir une iléostomie, une gastrostomie. Parce qu'en fait, malgré tout, ils ont quand même vidé les selles qui étaient restées qui étaient là depuis sa naissance, on dira. Et puis, s'en est suivi, une gastrostomie également parce qu'il s'alimentait pas. Il refusait, le biberon, il refusait. Très bien. Bon. D'ailleurs, on va demander à Dr Vignan d'intervenir. Elle nous parle d'iléostomie, de gastrostomie. Dr Vignan, pouvez-vous nous parler de ces termes médicaux? Oui, donc dans le cadre de cet enfant, le système digestif ne fonctionnait pas correctement pour à la fois évacuer et jouer son rôle d'évacuation, mais aussi son rôle d'absorption des aliments nutritifs essentiels. Donc il a fallu poser une gastrostomie qui consiste à mener l'alimentation directement dans l'estomac par un petit tube qui s'abouche à la peau directement et on vient y brancher une alimentation entérale. L'iléostomie a consisté aussi à permettre d'évacuer les selles directement là aussi à la paroi abdominale pour mettre un petit peu, on va dire, en repos la partie de l'intestin qui fonctionnait pas bien et utiliser le bout d'intestin qui fonctionnait encore pour que ça puisse vraiment évacuer. Donc ce sont des chirurgies qui sont assez lourdes pour un si jeune âge, pour un enfant de si petit, de quelques mois à peine, et qui nécessitent, un service spécialisé pédiatrique avec des chirurgies complexes et des chirurgiens formés à ça. Tout à fait. Vous me disiez lors de nos échanges, quand vous avez interdit d'alimenter Isaac directement, en tant que maman, vous sentiez les choses et vous avez envie de faire aussi par vous-même, et vous avez quand même insisté. Et on en profite pour saluer Super Mamie maternelle qui est présente avec vous et qui a aussi voulu participer à ça. Donc vous donniez à Isaac quand même à manger. Voilà, parce que l'iléostomie, la gastrostomie, en tout cas pour la gastrostomie, il avait une alimentation directement dans l'estomac. Et effectivement, comme le rappelait le docteur, c'est que comme il a une iléostomie, l'absorption des aliments était considérée comme pas possible en tout cas pour le corps médical. Et mamie, non, elle n'y a pas du tout cru. Elle a dit non, il y a des mangeurs chez nous, il y a pas on va manger Isaac. Et ce qu'elle a fait, un peu à mon insu, parce que moi, je respectais vraiment ce que disaient les médecins. J'invite, en tout cas, les autres, ceux qui me regardent, c'est l'instinct maternel qui a parlé, qui a permis, voilà. Mais il faut prendre vraiment des précautions parce qu'il y a des enfants, en tout cas, qui sont porteurs de sa maladie, qui malheureusement ont encore gardé la gastrostomie et l'iléostomie et ils ne s'alimentent pas comme Isaac aujourd'hui s'alimente. Donc, oui, il a pu s'alimenter seul parce que ma mère, ce qu'elle faisait, c'est que elle introduisait des repas entre-temps. Donc, c'est-à-dire, elle faisait son petit blaf, elle dit, bon, je vais faire goûter. Et effectivement, ça stimulait la gustation, en tout cas, ça a très stimulé. Et puis, c'est devenu un gros mangeur. Et puis, il a commencé à prendre du poids. Il a commencé à prendre du poids, mais il prenait déjà du poids puisqu'il y avait l'alimentation qui était carrément directement de l'estomac, tout et tout.
Et en fait, quand j'allais voir les pédiatres, parce qu'il y avait un suivi très, très soutenu, hein, quand même, hein, on allait souvent voir le pédiatre. Puis il prenait du poids médical, c'est bien, donc vous lui donnez bien les médicaments, enfin l'alimentation par voie orale, c'est bien, c'est très bien. Et puis, non, Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas voulu le dire. Hein. non, j'ai pas voulu dire au N'est-ce pas départ. Je dis non, mais et puis à un moment, je dis non, j'ai mes docteurs en fait, ils mangent. Ils me disent non, mais c'est pas possible, Madame Madeleine. J'ai dit si, il s'alimente. Il m'a dit c'est impossible, il peut pas assimiler les repas. J'ai dit bon ben, en tout cas, il assimile les repas. En tout cas, moi, je me dis que c'est ça. Et puis chaque fois que je vois le médecin, je lui dis ben quand est-ce qu'on va remettre la continuité? Il me dit non, mais Madame Madeleine, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Alors ce que j'ai fait et ma mère, bon, au départ, les selles étaient très liquides. Et après, elles ont commencé à être très consistantes quand on est passé par l'alimentation, par la voie buccale. Okay. Donc, les selles Donc, étaient, par la bouche. voilà, par la bouche, c'est ça. Et à ce moment-là, il avait des selles par les fesses. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la tâche d'un médecin à Cayenne, d'un gastroentérologue. Donc, j'ai expliqué la situation. Il a fait le lien. Et puis, le chirurgien a dit, bon, ben, il n'y a pas de souci. S'il y a un avis médical sur Cayenne voilà, parce que bon, avec la distance, c'était compliqué. Puis on l'a opéré, puis ça s'est bien passé. Et puis il a repris une vie normale, comme tous les autres enfants. Il allait régulièrement à la selle. Et puis voilà. Alors, cet enfant qui est maintenant un jeune adolescent est atteint d'une maladie rare. Alors, c'est sûr que c'est compliqué d'avoir des grandes certitudes sur les maladies rares. Et je pense qu'il faut savoir écouter les mamans. C'est ce qu'on nous enseigne aujourd'hui aussi dans nos cours à la fac de médecine, c'est laisser la place finalement au témoignage des parents et de leur instinct, parce que c'est eux qui connaissent le mieux leur enfant. Et quand l'enfant ne peut pas s'exprimer par lui-même parce qu'il y a des soucis dans sa communication, ben, les mamans ou les papas peuvent rapporter leurs observations, et ça c'est très important. Et puis dans cette situation, elles y sont allées progressivement entre la maman, la mamie, elles ont réalimenté l'enfant progressivement. Et ça, c'était quelque chose d'important parce elles lui ont permis aussi de garder un réflexe de déglutition et d'alimentation par la bouche, et petit à petit le réhabituer finalement à ce que tout ça, ça fonctionne. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des avancées médicales qui permettent d'améliorer la qualité de vie de ces enfants? Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies? Oui, tout ce qui est diagnostic, on essaie d'établir des diagnostics le plus précocement possible. Tout dépend de la maladie. La génétique a fait des gros progrès, mais les diagnostics restent parfois longs parce qu'il faut faire coller des signes cliniques avec des anomalies génétiques, avec des techniques très spécifiques, et ça peut prendre du temps. Mais c'est vrai que plus on fait le diagnostic tôt et plus on peut mettre en place des soins appropriés. Après, il reste des maladies génétiques qui restent encore incurables aujourd'hui. Et tout ce qu'on va mettre en place, c'est pour améliorer le confort et le quotidien de ces enfants, les aider à se développer. Mais on n'a encore pas forcément trouvé le remède pour supprimer complètement l'anomalie génétique, ça c'est certain. Bon, très bien. D'ailleurs, en parlant de confort, Naomi, on rappelle que vous êtes masseur kinésithérapeute. Quelle est la prise en charge en kinésithérapie aujourd'hui dans ce type de pathologie? Alors, ça dépendra encore une fois de l'étape où on voit l'enfant. Dans le cas où l'enfant est hospitalisé, on travaille avec l'équipe et on voit si c'est une fonctionnalité, dans ce cas pendant 4 mois. On viendra mobiliser l'enfant parce que ça sera des effets des complications secondaires de la pathologie. Le fait que l'enfant soit alité pour des raisons dites vitales, hein, que ce soit cardiaque, digestif. Mais il faut qu'en parallèle, on pense au moteur, qui est censé se développer à cette étape. Donc on viendra mobiliser l'enfant en chambre, on va également le stimuler pour que sur d'autres plans, l'enfant continue à se développer au-delà du traitement de la pathologie aiguë. Ensuite, une fois que l'enfant est sorti de l'hôpital, si c'est un enfant qui a pris du retard sur les développements moteurs, des séquences de redressement, on travaillera spécifiquement ça avec l'enfant. L'acquisition de la marche, avec la spécificité liée à tout ce qui est encore accroché au niveau de l'intestin. Parce que c'est des enfants qui, pour se déplacer, c'est un peu plus compliqué, ou voilà, même le positionnement, les transferts du fauteuil au lit,
il y a toute une organisation à mettre en place pour éviter que le travail du chirurgien soit, parce que c'est une sortie qui est cutanée pour la gastrostomie ou l'ileostomie, donc on évitera qu'il y ait un arrachement ou une plaie ouverte. Donc on travaillera avec l'enfant et la famille aussi sur comment déplacer l'enfant, prendre soin de l'enfant, et voilà. Très bien, merci Naomi. Madame Madeleine, on peut dire qu'aujourd'hui, Marc-Isaac est plutôt un enfant normal aujourd'hui, dans la mesure où il arrive à s'alimenter. Vous pouvez partager en famille des repas. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? C'est une victoire pour vous? Alors, c'est une victoire, le combat continue malgré tout, on va dire. Parce qu'en fait, le petit, comme rappelait la kiné, c'est que Isaac, malgré qu'il avait encore l'iléostomie, la gastrostomie, ça reste quand même une maladie génétique et neurologique. Et après, il a dû porter des corsets sièges parce qu'il tenait pas sa tête. C'était vraiment la cata. Et voilà, je pensais même pas qu'il se serait tenu assis seul, parce que vraiment pendant une bonne période, il avait un corset siège quoi, pendant une très bonne période. Voilà, donc le parcours continue puisque là c'est un jeune adolescent avec des complications qui sont autres, puisque comme il se déplace pas seul, il se déplace avec aide. Avec de l'aide humaine et Voilà. technique aussi. Ouais, aide humaine et technique, effectivement. Il ne parle pas encore, mais il sait se faire comprendre. Il a son petit caractère. C'est un enfant très agréable, très attachant. Et je tiens en tout cas, pour cette émission-là, de remercier en tout cas ma mère et ma famille qui m'ont beaucoup soutenue et vraiment aidé à tenir ferme, donc dans mon entourage également. Mes pseudo-mamans, parce que j'ai plusieurs mamans, donc remercier en tout cas toutes les personnes qui m'encouragent aussi dans mon cadre relationnel et professionnel, parce que c'est pas évident et c'est un combat qui est difficile, mais on garde le sourire. On garde le sourire, on garde la pêche, on a espoir que les choses, même si ça évolue petit à petit, au départ c'est difficile de se dire que l'évolution ne va pas être rapide en fait, c'est compliqué parce que mais il faut chaque victoire, même si elle est infime, même un A, un B, voilà, une cuillère, voilà, parce qu'avec le centre l'IME dans lequel il est accueilli, Institut médico-éducatif, voilà, dans lequel Isaac voilà, se retrouve. il est accueilli, effectivement, ça se passe très bien, donc ils ont quand même accompagné Isaac à manger seul, ce il refuse de faire à la maison. Mais bizarrement, quand il arrive au centre, ça marche. Donc, juste pour expliquer un peu à nos téléspectateurs, donc c'est une structure où les enfants sont accueillis avec différents professionnels de santé, notamment le kinésithérapeute, l'ergothérapeute, le médecin MPR, les éducateurs spécialisés et également d'autres professionnels de santé. Donc c'est un accompagnement plus ou moins complet et qui permet en tout cas aux enfants de se développer au mieux jusqu'à l'âge adulte. Je voudrais juste rebondir, Naomi, s'il vous plaît, quelles sont les thérapies, on va dire, douces aujourd'hui qu'il existe? Par exemple, est-ce qu'on peut faire de la balnéothérapie, de l'hydrothérapie? Voilà, qu'est-ce que vous conseillez? Quelles sont vos pratiques, vous, aujourd'hui? Alors, la balnéothérapie, c'est une thérapie qui est utilisée avec les enfants, mais il y a quand même des critères. Déjà, selon si l'enfant a une plaie ou pas, ça permettra l'immersion. Alors, la balnéothérapie, le concept, c'est finalement de la rééducation, mais qui se fera dans l'eau. Parce que dans l'eau, l'enfant, déjà, on va avoir une détente. Les mouvements seront beaucoup plus faciles dans l'eau. Et ça permet aussi d'aller explorer des secteurs dans les mouvements que l'enfant ne pourrait pas faire hors de l'eau. Donc, une fois qu'on a validé les critères les plus importants, savoir plaie, si l'enfant peut être en immersion, on vérifie qu'il n'y ait pas d'autres contre-indications neurologiques qui expliqueraient que dans l'eau, l'enfant puisse partir dans une crise ou autre. Ensuite, on va avec l'équipe, parce que autour de ces enfants, il faut qu'on soit plusieurs au moment où l'enfant est en immersion. Et une fois que tous ces critères sont cochés, effectivement, on les met dans l'eau. C'est une séance piscine, très souvent que les enfants apprécient, phytoludique, où ils vont découvrir l'eau, donc ils vont faire des mouvements qu'ils ne font pas hors de l'eau. Donc c'est le moyen aussi de trouver un autre stimuli, voilà, exactement, pour aller chercher d'autres mouvements. Et dans l'eau, la chose qui est plutôt intéressante, ça va être finalement cet apaisement. Parce que c'est dans les différentes pathologies neurologiques, on peut avoir de l'hypertonie, et on va rechercher finalement ce relâchement musculaire. Et dans l'eau, avec la température de l'eau et les différents mouvements aquatiques, ça peut aider à détendre. Et une fois que c'est détendu, on peut essayer d'aller étirer pour éviter encore une fois les raideurs. Ensuite, dans les autres thérapies, on aura parfois
des thérapies un peu plus proches de la médiation, avec des sorties qui font un lien mieux avec les animaux, toujours une fois pour aller chercher d'autres choses, pour les calmer, pour essayer de trouver finalement ce avec quoi le système neurologique veut nous laisser part et nous laisser aller travailler ces muscles-là. Et maintenant, Isaac est stabilisé. Il est stabilisé, voilà, tout va bien. Là, c'est juste le caractère qu'il faut travailler, parce que voilà, il fait un peu de rétention. C'est un jeune adolescent. Voilà, c'est ça, un peu rebelle maintenant, mais ça va. Et comment vous arrivez à concilier vie privée, vie de famille et votre épanouissement personnel en tant que femme? Vous trouvez du temps pour vous? Difficilement, j'essaie de créer du temps pour moi, mais bon, difficilement. Mais entre vie professionnelle, bon, je garde en mémoire, c'est comme si mon petit, c'est un enfant en bas âge en fait, hein. Donc on compose avec, voilà. Donc ma mère est là pour faire le relais, pour me le garder si j'ai besoin de moments de répit. Elle me le prend pratiquement tous les week-ends, donc ou un week-end sur deux, ça dépend. Mais sinon, le travail me permet en tout cas de m'évader, de passer à autre chose, de me concentrer sur autre chose et ça fait beaucoup de bien. Ça me fait beaucoup de bien. Donc depuis depuis qu'il est né, en fait, j'ai repris une activité. Et j'ai pas arrêté, voilà. Donc, je fais avec. Voilà, ça m'aide en tout cas à avoir un équilibre. Concernant l'épanouissement personnel, bon, je joins l'utile à l'agréable, on dirait. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est important de prendre du temps pour soi aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas que maman, vous êtes aussi une femme. Et c'est important aussi de vous sentir bien pour que votre enfant se sente bien. Docteur Vignon, merci à Noémie, kinésithérapeute. Merci pour votre intervention, merci pour vos conseils précieux. Madame Madeleine, merci. On remercie toutes ces familles, ces 3 belles familles qui ont bien voulu partager leur histoire, qui ont partagé une partie de leur intimité. En tout cas, on espère que ça vous a plu, on espère que ça a permis de voir les choses différemment. Je vous dis à très vite dans l'émission Au cœur ouvert.